3 pays où investir en Asie, c'est le sujet de la vidéo du jour. On part ensemble explorer tout ça. Alors, première étape de ce voyage, Hong Kong. Ça y est, je suis bien arrivé, hop, dans la chambre d'hôtel avec une vue plutôt sympa. Alors, je sais pas si on verra bien avec le contre-jour. On est donc dans la première étape de ce top 3 des pays où investir en Asie. Et nous voici donc à Hong Kong. Je vais vous montrer cette ville-là et puis on va analyser ensemble le marché immobilier sur place. Alors, bienvenue à Hong Kong, je viens d'arriver, du coup là je suis dans ma chambre d'hôtel et je vais te faire un petit point déjà sur pourquoi je suis venu ici à Hong Kong pour m'intéresser à l'immobilier. Alors Hong Kong c'est une ville qui est immense, c'est une ville qui compte 8 millions d'habitants, c'est une région administrativement contrôlée encore par la Chine mais qui est indépendante d'un point de vue légal, donc c'est un statut spécifique de par l'histoire de cette ville qui était une ancienne colonie britannique. C'est une ville qui compte 8 millions d'habitants de plein de nationalités différentes. C'est de mémoire la 3e place financière mondiale après New York et Londres. Donc voilà, c'est une ville qui est extrêmement dynamique, extrêmement développée économiquement et c'est une ville qui, d'un point de vue immobilier, est également très développée puisqu'on est sur un prix au mètre carré moyen de près de 20 000 $. Donc on est quasiment sur 2 fois les prix parisiens pour te donner un ordre d'idée. Donc forcément, c'est une ville très chère. Mais pourquoi je me suis quand même intéressé? Pour une raison qui est assez simple. Finalement, la ville de Hong Kong est une ville qui a pris en valeur extrêmement récemment. Sur les 20 dernières années, le prix a explosé. Et justement, il y a un point spécifique, c'est que sur les derniers mois, les 2 dernières années globalement, les prix ont enfin commencé à descendre. Hier soir, j'étais avec 2 amis qui sont avocats fiscalistes à Hong Kong, que j'ai rencontrés pendant quelques heures et j'ai pu beaucoup échanger avec eux. Et ils m'ont expliqué que depuis quelques mois, enfin, les prix à Hong Kong commencent à descendre. On est sur une baisse déjà de près de 20%. Selon eux, ça va aussi continuer à descendre. C'est leur avis de résidents. Ils vivent ici, ils sont eux-mêmes hongkongais. Donc, ils m'ont donné leur avis vraiment de nationaux, de personnes qui vivent ici depuis toujours et qui ont une vision vraiment, on va dire, holistique de ce pays-là. Et ils m'ont également expliqué que les prix descendent, qu'il y a maintenant une marge de négociation. Il faut comprendre que pendant plusieurs années, il n'y avait aucune marge de négociation. Dès qu'un bien était affiché à la vente, il était vendu quasiment dans la journée. Et enfin, les choses commencent à changer. Donc pour moi, ça m'a donné envie de visiter, ça m'a donné envie de venir ici, de voir un peu les spécificités de ce pays, notamment par exemple un quartier que j'ai visité hier qui s'appelle Victoria Peak, qui est le quartier le plus cher du monde avec près de 60 000 € en moyenne par mètre carré, donc c'est un quartier qui est extrêmement cher où il y a quasiment que des milliardaires qui vivent là-bas. Donc j'ai pu visiter ça, j'ai pu faire le tour de la ville, j'ai pu voir un petit peu comment ça se fait, comment ça se construit. Voilà, premier point, ville extrêmement chère, ville qui a énormément pris en valeur sur les 20 dernières années, ville qui commence à redescendre en valeur depuis quelques mois maintenant, donc près de 20% de baisse selon, encore une fois, les personnes que j'ai rencontrées, les locaux ici. Les prix devraient continuer encore à baisser dans les prochains mois, donc c'est potentiellement quelque chose qui est intéressant. Alors en termes de rendement investissement, clairement on est très bas, on est sur une moyenne de 3% par an de rendement, donc on est largement en dessous de ce que je peux faire par exemple en France, avec une moyenne autour des entre 13 et 15% sur mes immeubles de rapport, mais ça reste intéressant sur la partie gain potentiel en termes de valeur. C'est une ville qui attire énormément d'expatriés. On est sur des salariés à très très haut niveau, donc des salaires à plusieurs centaines de milliers de dollars par an, voire plusieurs millions pour les plus grands banquiers ici, qui sont du coup une grande population évidemment à Hong Kong, puisque c'est une grande place financière. Donc forcément, qui dit expatrié, qui dit haut salaire, dit énormément de demandes, dit forcément une croissance progressive évidemment des loyers et de la valeur. Donc une correction de marché peut amener son lot d'opportunités. Bon, je viens d'arriver dans la prochaine destination, mais avant, concluons sur Hong Kong. Alors quel a été mon avis, quel a été mon conseil finalement sur l'investissement à Hong Kong? Alors on l'a vu, Hong Kong c'est une ville qui est encore une fois en plein développement, très prisé des travailleurs internationaux, donc des expatriés, etc. C'est une ville qui coûte extrêmement cher, donc on est sur un prix au mètre carré qui est très élevé. J'ai pu parler avec des locaux, des personnes qui vivent ici, qui sont même nées ici, et j'ai eu beaucoup d'informations à ce sujet, et notamment une information sur l'état actuel du marché. Donc dans l'état actuel des choses, on va dire, il y a 2 ans, je vous aurais dit clairement, c'est impossible d'investir ici. C'est clairement impossible, les prix sont trop élevés, la rentabilité y est donc beaucoup
trop faible en tant qu'investisseur et en tant que Français par rapport à ce qu'on peut connaître en France. Par contre, aujourd'hui, la vie est un petit peu différente. En tout cas, moi, je mettrais vraiment une observation sur ce marché puisque c'est un marché qui est en retournement. C'est-à-dire que les prix ont perdu entre 20 et 25% selon mes contacts sur place et ils estiment que ça va continuer encore de par effectivement le fait que le marché soit monté beaucoup trop haut. Petite pause dans cette vidéo pour te parler de la masterclass offerte si tu t'intéresses à investir en Asie. La vidéo juste en dessous, en premier lien en description, va beaucoup te plaire puisque je te montre de A à Z comment générer un salaire sur un seul projet immobilier et comment construire une véritable activité professionnelle qui te permettra d'en vivre à 100% à terme. Je te laisse cliquer sur le lien de la masterclass qui est le premier lien encore une fois en description et on se retrouve directement dedans. Alors pour la suite de ce voyage, on se retrouve ici à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande, donc qui est la deuxième ville du pays et on va du coup analyser le marché immobilier ici et en Thaïlande de manière générale. Alors j'ai visité plusieurs appartements ici, je vais vous mettre des vidéos, des extraits, etc. autour de cette vidéo. J'ai pu voir du coup des appartements en construction, des appartements neufs principalement, puisque à Chiang Mai, en tout cas ici dans la Thaïlande, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici en Thaïlande, il y a différents types de localisation, différents endroits qui sont intéressants. C'est un pays qui est extrêmement touristique, donc il y a un fort intérêt d'investissement pour des biens destinés aux touristes. Ici à Chiang Mai, on va être sur une zone qui va plutôt être propice aux personnes qui viennent travailler ici. Et vous savez, si vous avez vu mes autres vidéos d'investissement à l'étranger, que je suis assez fan des zones qui attirent des travailleurs digitaux. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont des moyens, des personnes qui restent longtemps et des personnes qui aiment ce type d'endroit où le coût de la vie est maîtrisé, où le climat est bon, où on se sent bien et où finalement on peut avoir des logements de très haute qualité pour des prix globalement corrects. Et je suis également partisan de ces stratégies parce que ce sont des personnes, c'est une population qui est en pleine croissance. Il y a de plus en plus de personnes qui ont leur entreprise en ligne, qui sont freelance, qui sont également salariés à distance. Et donc forcément pour moi, c'est un marché grandissant. Alors ici c'est le cas à Chiang Mai, je me suis renseigné, j'ai pu visiter différents biens. J'ai fait tout un retour d'ailleurs là-dessus sur mon canal Telegram. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ici globalement, on va être sur des logements de type condominium, donc des logements, des appartements dans des grandes résidences. Les prix sont très élevés, on est souvent sur du neuf, donc sur des prix qui sont largement au-dessus de ce qu'on peut trouver dans des biens anciens, et d'autre part des prix qui sont quasiment équivalents à ce qu'on peut avoir en France. On parle de quasiment 2000 € le mètre carré, donc dans beaucoup de zones en France, on est dans ces prix-là. Donc finalement, c'est assez cher pour un rendement locatif qui va être relativement bas. On va être, pour schématiser, entre 4 et 5% net de rentabilité, ce qui est finalement assez faible. Alors pour vous donner plus de contexte et plus d'informations qualitatives sur la Thaïlande, je suis allé interviewer un ami qui s'appelle Cyril, qui est promoteur immobilier ici en Thaïlande, donc il fait construire des villas dans le sud de la Thaïlande sur deux îles principales qui sont Koh Phangan et Koh Samui. Et je vous laisse tout de suite avec l'interview, les différentes questions que je lui ai posées sur la Thaïlande. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser. On se retrouve tout de suite dans l'interview. Ça fait 10, 15, 20 ans maintenant que la Thaïlande se construit avec l'argent des étrangers, peu importe d'où ils viennent. Et mécaniquement, il y a toujours une montée des prix un peu partout dans le monde sur beaucoup de choses, et depuis le Covid encore plus, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent qui déferle un peu partout. On l'a vu notamment à Dubaï, on l'a vu un peu partout, même au Canada, il y a beaucoup d'investissements. Et l'immobilier particulièrement en Thaïlande, parce que les rentabilités sont quand même beaucoup plus élevées. On est sur des endroits qui font rêver. Des îles, des choses comme ça, et ça permet fondamentalement d'avoir beaucoup plus de personnes qui ont envie de venir. Le tourisme a explosé post-Covid, encore plus qu'avant, et les locations sont toujours pleines. Quand en fait, on parle de selon les endroits. on est plutôt sur les zones touristiques finalement, donc pas sur par exemple des villes un peu plus reculées, etc. Si tu vas dans les campagnes thaïlandaises, forcément ta rentabilité, plus bas, mais tu vas louer à des locaux, etc. C'est toujours à peu près proportionnel en fait. Donc le but, la stratégie globale, c'est d'acheter des biens dans des zones touristiques demandées et les louer en courte durée plutôt ou en longue durée. Alors là ça dépend du profil. Ouais. Moi aujourd'hui, la courte durée, tu gagneras toujours plus d'argent. Forcément. Voilà. La longue durée, tu gagneras un peu moins d'argent, mais en même temps tu t'embêtes un peu moins, beaucoup moins. Ouais. Voilà, donc la question c'est plus de trouver ton espèce de graphique. Moi je vois toujours une courbe un peu croisée où tu te dis ok, quel est mon niveau de problème et quel prix ça vaut. Ok, donc du coup en termes de renta, si on parle de courte durée et de longue durée, c'est quoi les rentabilités en pourcentage moyenne que tu peux observer en Thaïlande? Alors la rentabilité dépend du capital que tu as mis, si tu parles de ça. Je parle vraiment de le rendement sur, quand on prend le loyer sur le montant total de l'investissement. Très simple en pourcentage. Donc ok, investissement, moi je vais appeler ça capital. La capital que tu mets dans ta maison, que ce soit crédit ou non. Déjà ça va dépendre de deux facteurs. Est-ce que tu achètes ou est-ce que tu construis? Ta rentabilité va pas du tout être la même, déjà, logique. Sur de la maison ou sur du condo aussi? Sur de la maison, sur du condo. C'est les appartements avec service. Alors je vais distinguer du coup le condo, ce que tu disais, tu m'as posé la question. Condo, donc c'est un appartement, donc c'est cette distinction. Tu as 51% de personnes thaï, d'origine nationale thaï propriétaires. Je précise,
ça peut être des sociétés aussi. Ouais, bien sûr. Donc dans ce cas, tu rentres dedans, si toi tu es étranger mais que tu as une société en Thaïlande. Voilà. Et c'est là où il y a une subtilité qui est importante, c'est Ouais. que c'est pas parce que 49% sont pris que tu ne peux pas, par des étrangers, et 51% que tu ne peux pas acheter. D'accord, mais ça demande d'avoir une structure. Ça demande d'avoir une structure et donc forcément des nominés ou des associés taille, on va dire plutôt des directeurs. Donc ça implique, on précise qu'une société en Thaïlande ne peut pas être détenue à 100% par des étrangers, c'est ça? Oui, donc la rentabilité va pas être la même. Je donne un exemple. Tu peux très bien construire une villa avec une vue mer, faire une rentabilité, alors le pourcentage je vais le mettre de côté, mais où déjà dans la construction, tu sais tout de suite que si tu revends, tu vas prendre 20-30% de plus-value. D'accord? Donc si tu pars de ce principe que déjà tu as 20-30% de plus-value, donc tu as un capital qui va être moindre que si tu fais de l'achat dans l'ancien, on va appeler ça comme ça, forcément ta rentabilité va pas du tout être la même. Donc on va partir du principe d'un truc simple, tu arrives, tu achètes une maison, elle est déjà construite, le gars d'avant, tu vois, t'as payé les 30% de plus finalement pour la racheter, et donc combien tu peux espérer de rentabilité? Tu vas tabler entre 10 et 20% selon les zones touristiques. En construisant. Ah non, t'achètes. Ah non. Ancien. Ancien. Okay. Ah oui, non, t'es sur des rentabilités. Oui. Entre 10 et 1%, ok. Ouais, entre 10 et 20%. Dans une zone touristique, avec taux d'occupation, encore une fois ça dépend d'où, c'est comme les villes en France, ça dépend, mais avec vue mer en général c'est dans les zones touristiques, donc oui, taux d'occupation 80, alors le problème c'est que c'est pas comme la France, entre 85%, mais ce qu'il faut comprendre c'est que tu vas te retrouver en fait avec des moments de creux, par exemple pendant la saison des pluies, mais en même temps les prix sont rattrapés par la saison haute. Donc là, on parle entre 10 et 1% sur la courte durée, location courte durée. Ouais. Et en longue durée, sur les mêmes biens, tu vas être quoi? Allez, entre 8 et 17%. Pour la faire très simple, il n'y a pas de lien qui se loue pas. Excepté des biens compliqués qui sont, tu vois, mauvais état, voilà. Mais, ou trop cher par rapport au marché, etc. Si tu as une vue mer, que tu es situé, machin, ça se loue et tu fais de l'argent. Je connais pas un gars qui fait pas d'argent sur la location. Et quand je dirais de l'argent, c'est de la rentabilité, de la rente, du salaire et de la plus-value. En plus, au fur et à mesure du temps. Clairement, acheter un appartement, c'est pas forcément le meilleur. Non, mais je peux expliquer pourquoi c'est pas là où tu vas avoir le. Alors attention. Oui et non. Ouais. En tout cas dans les capitales comme Bangkok, puisque avec les nouveautés de construction, l'offre et la demande, en fait, très souvent ce qui vient d'être construit est un peu plus cher et 3 ans après dévalue parce que de nouvelles tours avec du nouveau. C'est comme à Dubaï. Comme à Dubaï, exactement. C'est le même système. Donc oui, sauf. Si tu vas dans les îles, il commence à y avoir un marché, puisque maintenant les condominiums, c'est ça qu'il faut préciser maintenant un peu, les condominiums par exemple dans des îles sont un nouveau marché. C'est très rare finalement. Aujourd'hui c'est très rare, donc c'est un marché à prendre, et il commence à y avoir gentiment des choses qui, par contre les prix sont... très bas. Pour le prix, vaut toujours mieux acheter une villa en fait, parce que non, c'est l'inverse, ils sont très hauts. Oui, en fait, vaut mieux par exemple, pour le même prix, tu te poseras la question. Alors ça dépend les revenus, etc. Mais je veux dire, en fait, ce qui est bien dans les condos dans les îles, c'est que ça devient accessible à des gens qui ont moins d'argent. D'accord. Donc c'est bien. Mais à équivalence, pour un peu plus, tu préféreras peut-être avoir une vue mer dans une villa. Et puis surtout, moi, ce qui me choque ici sur les condos, en tant que client, en tant que consommateur, c'est les charges. Enfin, quand j'observe les charges des condominiums, donc les charges de copropriété, on pourrait dire pour les Français, c'est extrêmement élevé. C'est-à-dire que tu perds une grande partie de ta renta sur ces charges-là. Mais c'est une sorte de produit d'appel, c'est moins cher. Oui, mais. Mais en fait, t'as un abonnement derrière qui te fait, qui fait que ça revient beaucoup plus cher à la fin, quoi. Donc, de toute façon, si c'est moins cher, en général, il y a un truc derrière, effectivement. Et toi, du coup, tu es plutôt parti sur l'optique inverse, à savoir faire de la villa. En construction, tu as acheté aussi déjà construit. J'ai acheté plusieurs biens et j'ai acheté des terrains. Et tu peux nous partager là où tu es, tu as dit les îles, est-ce que tu veux en parler ou pas forcément? Oui, bien sûr. Okay. C'est là où j'investis, donc il n'y a pas de problème, c'est pas forcément là où j'habite. Alors, pose-moi la question, qu'est-ce que j'investis? Du coup, tu as acheté quel type de bien? Est-ce que tu as fait construire? Est-ce que tu as acheté déjà construit? Et qu'est-ce que tu fais de ces biens? Est-ce que tu as une résidence principale? Est-ce que tu mets en location? Est-ce que tu fais du Airbnb, la courte durée? Tu vas plus parler de longue durée, donc j'imagine que pour l'instant c'est pas trop le cas. Ouais, c'est plutôt longue durée. Mais voilà, développe un peu ce que toi tu as fait en tant qu'investisseur, et après on parlera de ton projet de construction qui peut intéresser aussi les personnes qui nous regardent. Alors dans le dernier podcast, j'avais expliqué tout mon passif immobilier, où j'avais acheté des biens, machin, etc. Donc en Thaïlande, comment j'ai fait? En Thaïlande, je suis parti d'un postulat très simple. Je me suis dit, ok, peu importe ce que j'achète, comment je fais pour pérenniser mes investissements? La pérennité pour moi c'est très simple, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les marchés, les gens qui ont de l'argent achèteront toujours des vues mer, que ce soit en France, que ce soit à Dubaï, que ce soit... Voilà. Je suis d'accord. S'ils le font pas, c'est qu'ils n'ont pas le budget en général. Donc il y a forcément des gens qui ont le budget pour avoir des vues mer. Donc, quel que soit le contexte. Économique, c'est sûr. Donc à partir de ce postulat là, le sujet c'est ok, il faut acheter des choses vues mer. Ces choses c'est quoi? Villa déjà construite ou terrain, et je rajoute de la construction. Donc moi je fais les deux. J'ai acheté des terrains, de la construction, et j'ai acheté dans l'ancien. Une RP, de la location.
Bon, à présent, on est dans le sud de la Thaïlande, à Chonburi, et on va faire un bilan de 2 endroits différents, donc ici et Bangkok, dont je reviens depuis quelques jours. Donc Bangkok, c'est un endroit de choix, bien sûr, pour investir. C'est l'endroit le plus connu de Thaïlande, c'est la capitale. Très grande ville, très dense, très peuplée. Également, même analyse que pour Chiang Mai. Beaucoup de logements qui sont vides, beaucoup de logements qui ont été construits. Vraiment, la Thaïlande a adopté une stratégie de construction massive pour attirer des gens. Force est de constater que ça fonctionne, mais qu'il y a quand même une proportion de logements qui est quand même relativement vide. Beaucoup d'investisseurs ont acheté cash, beaucoup d'investisseurs ont acheté dans le but de conserver sans forcément louer. Donc à mon sens, le marché de Bangkok reste quand même assez, on va dire, saturé. Il y a beaucoup d'offres, pas suffisamment de demande, en tout cas sur la majorité des biens, à savoir des biens haut de gamme, des biens, on va dire, une chambre et 2 chambres et des studios. Par contre, il y a une véritable demande et c'est ce que j'ai observé en me renseignant, en discutant avec beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes qui vivent ici, qu'il y a une très forte demande sur des biens de luxe, donc des biens extrêmement haut de gamme, des biens avec des vues atypiques, des vues exceptionnelles, avec des expositions qui sont particulières dans les meilleures résidences ou dans les meilleurs quartiers. Donc vraiment sur du très haut de gamme, on parle d'appartements à plus d'1 million d'euros, il y a un vrai marché à exploiter. Sur le reste, ça reste assez complexe de louer, à mon sens en tout cas, sur des biens, on va dire, plus classiques, donc sur des biens qui vont être dans les 100, 200, voire même 300 000 euros. Ça va être compliqué de se démarquer, c'est un marché qui est déjà très prisé, donc compliqué d'aller tirer son épingle du jeu sur ce type de marché. Ici, on est dans le sud de la Thaïlande, on est au bord de la mer, comme tu peux le voir sur cet extrait vidéo. Donc également un endroit très recherché, très prisé des expatriés, des personnes qui veulent plus de calme. Néanmoins, également, analyse similaire, beaucoup, comme tu peux le voir derrière moi, hein, de grands buildings. Ici, on est dans un immense building, je suis au 32e étage, je crois, avec une vue magnifique sur la mer. Donc c'est un très bel endroit. Par contre, voilà, même chose, beaucoup de constructions neuves, beaucoup de logements. Ici, on est encore une fois sur un logement qui fait, sur un condo qui fait plus de 40 étages. Donc il y a, je crois, 400 ou 500 appartements et il y en a plein d'autres autour comme ça, comme tu peux le voir derrière moi. Et puis également de l'autre côté, si on va plus loin au niveau de la côte, tu as ces logements ici, et puis tu as de l'autre côté derrière moi, donc on le verra pas, hein, côté mer, tu as également beaucoup de logements de ce type là. Donc également même chose, exactement la même logique sur du condo, en tout cas en Thaïlande. Moi ce qui ressort de mon analyse, c'est que vraiment aujourd'hui le plus intéressant, c'est d'aller chercher du ultra luxe, donc des biens qui vont être, on va dire, autour de 800 000 à plus d'1 million d'euros, pour vraiment aller tirer son épingle du jeu. Et encore, ça demande de vraiment maîtriser sa zone, maîtriser son emplacement et maîtriser le marché local. Donc moi je recommande de passer par un agent pour les personnes qui veulent se lancer là-dedans. On va s'intéresser dans la suite de vidéo à un autre type de biens qui vont être des villas pour la location. Donc on va se rendre dans quelques jours à Koh Samui et je t'amène bien sûr avec moi pour découvrir ce type d'emplacement, ce type de bien un peu atypique et ce qu'on peut en faire ici en Thaïlande. Bon, me voici arrivé sur les îles de Koh Samui et de Koh Phangan. Donc on est dans le golfe de Thaïlande. Il y a pas mal de bruit. Je suis dans un endroit sympa et c'est une typologie d'endroit qui me plaît beaucoup plus pour de l'investissement. Ça me rappelle vraiment beaucoup Bali. On est sur des îles, bien sûr. On est dans un cadre qui est paradisiaque. Évidemment, il y a le côté insulaire qui plaît beaucoup de tourisme et beaucoup de potentiel. Ici, je suis actuellement à Koh Phangan, donc Koh Samui, c'est juste derrière moi, c'est l'île derrière. Et c'est une île qui est peu touristique encore pour l'instant, alors qui est connue pour la fête. Hein. Koh Phangan, comme l'a expliqué Cyril, c'est la ville la plus connue, enfin c'est l'île pardon la plus connue pour faire la fête en Thaïlande. Et pourtant, le tourisme se développe très fortement actuellement. C'est pour ça qu'il y a du potentiel. Il n'y a pas d'aéroport et ça fait partie du potentiel. Pour l'instant, c'est une île qui est principalement recouverte de jungle. Là, on le voit derrière moi, c'est beaucoup de forêts, beaucoup de jungle, beaucoup de plages vraiment paradisiaques. C'est tout ce qu'on peut imaginer finalement de la Thaïlande. Et ici, ce qui fonctionne bien, et c'est le rapport principal avec Bali que je vois, c'est les villas. Et les villas, moi ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que forcément on est sur une concurrence directe des hôtels et donc forcément on a un comparatif qui est différent. Quand on loue un appartement, quand on loue une villa, c'est pas la même chose. En général il y a 2, 3, 4 chambres, donc on peut comparer le prix de chaque chambre au prix d'une chambre d'hôtel. Et ça permet d'aller chercher des loyers beaucoup plus élevés chaque nuit et donc d'aller chercher également des rentabilités qui sont intéressantes. Alors me voilà bien arrivé à Penang en Malaisie. Hop, je te montre la vue qui est juste magnifique. On est ici tout au nord de la Malaisie et on commence cette partie de la vidéo dédiée à ce pays et on va étudier plus particulièrement la ville de Kuala Lumpur. C'est parti. Nous
voici dans la dernière destination de ce voyage dans 3 pays d'Asie pour investir en immobilier. On est aujourd'hui en Malaisie, précisément à Kuala Lumpur, qui est la capitale du pays. Et on va parler du coup de ce pays qui est un petit peu différent, des spécificités de cette ville qu'est Kuala Lumpur et de l'investissement ici. Alors, de premier abord, on retrouve beaucoup de similitudes avec une ville comme Bangkok. Donc c'est une ville qui est quand même globalement très grande, très haute, donc de grands immeubles, beaucoup de constructions, beaucoup d'immeubles. Ici, la distinction principale par rapport à la Thaïlande, notamment à Bangkok, ce sont les prix. Les prix ici au mètre carré sont sensiblement plus bas qu'en Thaïlande, notamment à Bangkok, même dans des constructions récentes et de bonne qualité. Donc on va être sur des prix qui vont se situer entre un peu moins de 1000 € le mètre carré, ça va monter à 2000, 3000 € le mètre carré pour les meilleures constructions. Donc vous voyez qu'on est quand même largement en dessous de ce qu'on peut trouver à Bangkok. L'autre avantage, et c'est le cas ici dans l'appartement dans lequel je me trouve actuellement, que j'ai loué pour une semaine, on est sur, je trouve, des qualités de finition, des qualités de construction qui sont encore meilleures que ce qu'on peut trouver à Bangkok, que ce soit au niveau de la qualité des appartements, des immeubles en général, des infrastructures, les routes, etc. Enfin bref, la ville est quand même beaucoup mieux organisée que ce qu'on peut avoir à Bangkok. C'est également une ville qui est moins dynamique et on va retrouver les mêmes problématiques finalement que dans toute grande ville asiatique, à savoir énormément de construction pour finalement pas suffisamment de locataires. Donc on est toujours dans la même stratégie de construire énormément dans le but d'attirer à terme beaucoup plus de personnes et d'avoir finalement suffisamment de logements pour les accueillir. Donc c'est un petit peu la logique qu'adoptent ces pays, la Malaisie, la Thaïlande, c'est un petit peu la même chose. Ça va être différent bien sûr à Hong Kong ou dans les pays d'Asie du Nord, mais globalement dans les pays d'Asie du Sud, ça va plutôt être cette logique-là qui va être mise en avant, construire beaucoup, vendre ses appartements à des personnes. Qu'ils soient occupés ou pas, c'est pas très grave finalement, et à terme essayer de remplir ces appartements en faisant venir du monde dans ces villes-là. Donc c'est une stratégie qui peut payer, qui est également risquée parce que ça vient effectivement dans la même logique de se dire qu'on a trop de biens sur le marché, en tout cas pour le moment. Donc à mon sens, ça reste intéressant, il y a du potentiel dans bien sûr l'objectif d'acheter des biens toujours très haut de gamme, d'aller viser les meilleurs emplacements. Là, l'emplacement prend d'autant plus d'importance. En France, on parle beaucoup d'emplacements, oui, c'est important, mais ça l'est beaucoup moins que dans des pays comme ici, où il y a tellement d'offres que si tu n'as pas le meilleur emplacement, tu ne loueras pas tout simplement ton bien. Même chose. Dans l'emplacement, on reprend aussi bien sûr l'emplacement dans l'immeuble. Alors avoir un super immeuble bien placé, c'est une chose. Avoir un appartement qui est bien dans l'immeuble, c'est autre chose. Si tu as un appartement ici au 5e, 6e étage de la tour, tu es trop bas, tu n'auras pas de vue, pas de luminosité, c'est les biens clairement qui sont les moins recherchés. Par contre, si tu as visé un appartement qui va être au 30e, 40e sur la bonne exposition, parce que voilà, tu peux être exposé face à un autre immeuble, tu peux aussi être exposé face à la vue, forcément, c'est plus du tout la même histoire, les loyers changent complètement, la facilité de location change également et donc forcément, c'est beaucoup plus simple de louer, beaucoup plus simple de réaliser de jolis investissements et de jolies rentabilités. Donc, encore une fois, encore plus qu'ailleurs, l'emplacement est super important. L'emplacement dans la tour est d'autant plus important et il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. On peut faire de super affaires. Les prix sont encore une fois très abordables ici. On a également des avantages quand on achète des biens. Dans certains cas, on peut obtenir une résidence ici en Malaisie, donc la possibilité de venir un petit peu quand on veut ici, comme dans un pays dont on serait résident. Ça, c'est quand même un point positif. Et on a également des avantages fiscaux que je n'étayerai pas ici, ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop complexe, mais il y a des avantages fiscaux également sur la location ici en Malaisie. Voilà, deux avantages quand même qui sont assez conséquents. Autre chose, normalement, cette vidéo devait se tourner donc à Hong Kong, en Thaïlande et aux Philippines. Et finalement, j'ai changé mon plan pour venir ici en Malaisie. Pourquoi? Parce que les Philippines, c'est un pays que je n'ai pas encore visité, qui est globalement assez complexe à visiter, surtout quand, comme moi, tu voyages et tu as besoin d'avoir une bonne connexion internet pour faire des vidéos, etc. Donc je ne pouvais pas aller aux Philippines, la connexion était globalement assez mauvaise sur toutes les îles et c'est un pays, alors pour avoir des personnes qui sont allées là-bas, qui étaient sur place à ce moment-là, qui est plus complexe on va dire pour voyager et qui est beaucoup plus adapté à du tourisme. Donc on ne fera pas de vidéo du coup là-bas mais plutôt ici et je pense que le potentiel d'investissement dans un pays comme la Malaisie me semble un petit peu plus, on va dire, adapté à ce qu'on connaît en France par rapport aux Philippines où ça va être plein de petites îles éparpillées et il faudra du coup trouver les bonnes îles et plutôt aller sur de l'investissement dans des villas, dans des terrains, etc. Et comme on le sait en Asie, acheter des terrains, c'est beaucoup plus complexe que d'acheter des appartements. On ne l'a pas dit ici, mais en Malaisie, comme en Thaïlande, on peut totalement, en tant qu'étranger, détenir à 100% et à vie, en détention normale, un appartement dans une tour comme celui dans lequel je me trouve. C'est vraiment l'aspect
maison et terre qui est compliqué en Asie et qui va soit aller sur du leasehold, donc le fait de lease un terrain pendant 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc. Ou alors acheter via une société locale avec des associés également qui sont locaux. Donc voilà pourquoi j'ai préféré aller en Malaisie. Je vois plus de potentiel dans mes études et au final sur place, ça se confirme. On verra les différentes images. Il y a beaucoup de constructions neuves. J'ai pu me rendre également dans un stand de revendeurs de logements neufs. Alors on sait que c'est jamais dans ce type d'endroit qu'on fait les meilleures affaires en immobilier, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir que ici, c'est des commercialisations qui sont totalement différentes. Les constructeurs créent des stands dans les centres commerciaux, enfin carrément des magasins où vous pouvez aller voir la maquette de la tour avec son emplacement, etc. Et vous pouvez du coup visualiser votre futur appartement dans cette maquette, choisir, etc. et acheter directement dans le centre commercial. C'est assez marrant de voir ça, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir et ça montre également un marché qui est totalement différent et qui est dans une autre logique que ce qu'on peut avoir en Europe et en France particulièrement. Donc voilà pour cette partie sur la Malaisie et en particulier sur Kuala Lumpur. Donc au final, dans ce voyage, on a vu 3 pays différents. On a vu Hong Kong, du coup la ville de Hong Kong. Donc pour résumer ce qu'on a vu là-bas, c'est une ville qui est immense avec une demande extrêmement forte des prix les plus élevés du monde. Et on va être sur une logique de marché plutôt en baisse actuellement. Donc on a un marché avec les prix qui sont en baisse. Potentiellement un potentiel de plus-value sur le long terme en achetant au bas de cette baisse. Donc essayer de comprendre un petit peu la logique, pourquoi les prix baissent actuellement, comment on va dire, quantifier le prix idéal, le prix bas qui permettrait d'acheter et de prendre une belle position. Donc vraiment, Hong Kong, ce n'est pas un marché de rentabilité, ce n'est pas un marché où on va acheter pour louer et réaliser un beau rendement. C'est un marché où on va vraiment faire attention aux fondamentaux de ce marché-là, acheter bas et espérer, en tout cas analyser une hausse prochaine pour après revendre, arbitrer et racheter d'autres biens. Donc c'est une logique vraiment d'investissement, on va dire extrêmement patrimonial, on va dire globalement assez safe si on achète bien sûr au bon moment. Par contre, voilà, prix extrêmement élevé, minimum, littéralement minimum 1 million d'euros pour acheter un appartement et je parle même d'un studio. Donc on est sur des prix extrêmement élevés à Hong Kong. Donc voilà, un marché très particulier que je voulais absolument présenter parce que ça montre à quel point on peut avoir des marchés très différents de ce qu'on peut connaître même à Paris où les prix sont élevés mais qui sont extrêmement loin des prix de Hong Kong. Donc Hong Kong, premier marché. Second marché, le marché de la Thaïlande. Alors là, la Thaïlande, c'est un grand pays, donc il y a plein de micro-marchés. On l'a vu, au final, je pensais faire une vidéo assez courte et que ce soit globalement simple d'expliquer comment investir en Thaïlande. Au final, j'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne YouTube sur comment investir en Thaïlande parce que c'est un pays qui est tellement grand, qui a tellement de diversité d'un point de vue économique qu'il était important de scinder par exemple le marché de Chiang Mai, le marché de Bangkok et le marché des îles et du sud de la Thaïlande. Globalement, 3-4 zones comme ça qui peuvent se rassembler et c'était important pour moi de détailler ces différentes parties. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo complète. Mais si on doit résumer ce que je pense en tout cas de l'investissement en Thaïlande, pour moi, ça a beaucoup de potentiel. C'est un pays qui est en pleine expansion. Bangkok, c'est la ville la plus visitée du monde devant Paris. Ouais, devant Paris. On n'y pense pas, mais vraiment, c'est la ville la plus visitée du monde. On a du coup un potentiel touristique qui est encore assez dingue. Le gouvernement prend des décisions qui vont dans le sens d'un tourisme plus qualitatif avec le temps, donc d'aller chercher des personnes qui ont plus d'argent. Donc, c'est également du potentiel. On a vu que globalement, les appartements, c'est extrêmement complexe dans les grandes villes comme Bangkok, comme Chiang Mai. Ça demande d'aller chercher des biens qui sont extrêmement haut de gamme, d'avoir les meilleurs emplacements et d'aller chercher vraiment la crème de la crème. Donc ça demande d'avoir des contacts sur place et d'être extrêmement bien averti par rapport à ça parce que le reste globalement c'est très cher et c'est finalement très peu rentable et il y a également une demande locative qui n'est pas à la hauteur du nombre d'offres sur le marché. Les autres marchés qui vont être plutôt le sud de la Thaïlande, donc les îles et la partie continentale, ces marchés-là sont également totalement différents, beaucoup plus exposés au tourisme, voire même quasiment uniquement exposés au tourisme. Donc on va aller cibler des personnes qui viennent là en voyage, qui viennent en famille, qui ont besoin de passer du bon temps, donc qui veulent des biens de qualité, généralement des villas. Donc là on est sur des marchés qui sont totalement différents. Il y a des réglementations qui sont également différentes sur la détention en tant qu'étranger, ce qui n'est pas le cas pour les appartements. Mais à mon sens, ça reste franchement les zones qui ont le plus de potentiel en Thaïlande, où on peut aller chercher des rentabilités qui sont vraiment intéressantes. Donc sur de la villa, sur des logements vraiment plutôt touristiques qu'on va louer en courte durée à des voyageurs. Ça reste à mon sens en tout cas ce qui reste le plus fort en termes de potentiel en Thaïlande. Les rentabilités peuvent monter à 10, 15, 20% par an, voire même plus pour certains. On peut déléguer ça. Il y a des moyens de faire les choses proprement, d'investir dans des complexes hôteliers
des formes de condominium, hein. On parlait beaucoup de villas, mais il est également possible d'acheter comme des condos, donc comme ce qu'on peut avoir à Bangkok où on est pleinement propriétaire en tant qu'étranger, mais d'acheter ça par exemple sur des îles comme Koh Samui, comme Koh Phangan. Donc ça existe également et c'est une possibilité que certains constructeurs offrent. Donc je pense que c'est à creuser. Si vous souhaitez absolument investir en Thaïlande, il y a des possibilités de le faire totalement légalement en étant à 100% propriétaire et d'avoir des rendements qui sont également vraiment intéressants. Donc vraiment la Thaïlande pour moi ça a fort potentiel, c'est un pays que j'aime beaucoup, dans lequel j'ai beaucoup voyagé, tout comme l'Indonésie d'ailleurs, tout comme la Malaisie où je suis déjà venu plusieurs fois. Donc c'est des pays que je connais bien. Et c'est des pays pour moi qui ont du potentiel sur le long terme, d'un point de vue touristique. Et également, là où j'insiste souvent, c'est le potentiel des travailleurs nomades, puisqu'on sait de plus en plus de personnes aujourd'hui travaillent sur Internet, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que salarié remote. Et donc toutes ces personnes-là, elles ont besoin de se loger, elles ont besoin d'avoir des endroits, on va dire, à très fort rapport coût de la vie, qualité de vie. Typiquement, c'est mon cas, je voyage énormément. J'ai la chance d'investir en France, à l'étranger, d'avoir des entreprises que j'ai déléguées avec beaucoup de personnes, d'équipes, etc., mais qui sont chacun chez elles, donc à distance. On a créé vraiment une entreprise moderne, on va dire. Et donc, je voyage énormément. Et donc, moi, dans mon cas, j'ai également envie d'être dans des beaux endroits, de pouvoir voyager dans des beaux endroits et d'être dans des lieux qui me font plaisir. Donc, c'est pour ça que je choisis des endroits comme la Thaïlande, comme Bali, où on a une excellente qualité de vie, on a une qualité de logement, d'un coût de la vie qui est quand même globalement assez raisonnable. Alors, ça dépend, on imagine souvent que ça coûte pas cher. Globalement, quand on veut avoir un beau train de vie, ça coûte quand même assez cher. Mais en tout cas, on a une belle sécurité, on se sent bien, il y a le beau temps, évidemment, c'est un point qui joue beaucoup quand on est en hiver. Actuellement, on est au mois de janvier, ici il fait 30 degrés, forcément, ça joue également sur le moral et ça joue également sur l'attrait que vont avoir les personnes. Bref, toutes ces raisons-là font que, à mon sens, ces pays-là vont attirer de plus en plus de travailleurs nomades et ce sont des personnes qui ont à la fois un fort pouvoir d'achat, qui ont à la fois l'ambition, l'envie de rester dans le pays et donc de louer des logements sur le long terme et qui font également croître l'économie parce qu'ils dépensent leur argent dans des logements, dans des restaurants, dans des loisirs, etc. Donc ça fait croître l'économie sur le long terme. Donc à mon sens, viser des pays qui attirent ces personnes-là, c'est un bon pari en tant qu'investisseur immobilier. En tout cas, c'est celui que je fais. C'est celui que j'ai fait en faisant construire ma propre villa à Bali, que je loue principalement à des vacanciers, mais également à des travailleurs digitaux qui vont travailler dans la villa, vivre autour de la villa et juste profiter pendant une semaine, 2 semaines, etc. Donc voilà le pari que je fais et voilà pourquoi pour moi ces pays-là sont extrêmement intéressants. Et le troisième pays de ce comparatif, c'est la Malaisie, là où je suis actuellement, donc un pays également un peu comme la Thaïlande dans le sens où c'est un pays qui est touristique, beaucoup moins touristique bien sûr que la Thaïlande. Un pays également qui économiquement est développé. Ici on est dans la capitale Kuala Lumpur qui est une très grande ville avec des très hautes tours. On a les Petronas Tower qui étaient à l'époque les plus hautes tours du monde avant que la Burj Khalifa à Dubaï vienne détrôner, qui sont même plus hautes d'ailleurs que l'Empire State Building à New York. Donc, vous voyez des tours qui sont extrêmement hautes. Donc on est vraiment sur une ville qui est dynamique. On est sur une ville avec de l'emploi, avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup de choses à faire également. Alors c'est une ambiance qui est un petit peu différente de la Thaïlande du fait de la culture qui est également différente. Donc ça c'est aussi à prendre en compte. C'est un peu moins touristique aujourd'hui. Peut-être que ça se développera également, le gouvernement malaisien met beaucoup de choses en place pour attirer des entrepreneurs digitaux, également des salariés digitaux pour qu'ils puissent travailler, vivre ici en toute légalité avec un cadre également fiscal qui est intéressant. Donc à mon sens, ça peut également être une opportunité en tant qu'investisseur de se dire ok, j'investis dans un pays qui a des mesures qui vont attirer potentiellement dans le futur des travailleurs digitaux qui vont vivre ici, qui vont dépenser ici et donc potentiellement qui feront monter les prix globalement de l'immobilier ici et des loyers et donc des rentabilités. Donc voilà pour mon avis sur cette vidéo, donc les 3 endroits où investir en Asie du Sud, donc 3 pays différents qu'on aura visités ensemble. Vous avez la vidéo également sur la Thaïlande qui soit sera déjà sortie, soit sortira dans les prochains jours après cette vidéo où je vais détailler en totalité comment investir en Thaïlande, donc avec les différentes spécificités des marchés. Le pays étant tellement grand, j'ai voulu faire une vidéo complète plus détaillée en faisant intervenir des experts, des personnes qui vivent sur place, qui font de la promotion sur place pour vous donner vraiment les meilleures informations et que vous ayez absolument tout pour être informé là-dessus. Pour résumer du coup cette vidéo, beaucoup de potentiel ici en Asie. De mon côté, j'ai investi dans près de 35 biens en France et à l'étranger et j'ai fait finalement qu'un seul bien à l'étranger, c'est ma villa à Bali. Tout le reste de mes biens sont en France. Pourquoi? Parce qu'on peut bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de levier, donc d'acheter à crédit et d'aller chercher des rentabilités qui sont extrêmement élevées. Nos projets en France sont en général autour de 15%
15% de rentabilité parce que j'achète des immeubles de rapport. Donc j'achète des petits immeubles avec plusieurs appartements, donc je paye moins cher au mètre carré, je loue plus cher mes appartements et donc je crée une rentabilité qui est beaucoup plus élevée. Et quand on compare avec ce qu'on peut avoir ici, finalement en Asie, on est sur des rentabilités qui sont même supérieures en France. Et la différence, c'est qu'en France, je n'ai pas besoin de mettre l'argent de ma poche. Si j'ai 200 000 € de ma poche à investir, eh bien ici, en Malaisie, je vais devoir mettre ces 200 000 € et je ne pourrai pas faire de crédit. En France, je pourrais mettre mes 200 000 € en apport, emprunter par exemple 800 000 € et acheter 1 million d'euros d'immobilier. Ça marche avec 200 000, ça marche avec 20 000. C'est la même logique. Si vous avez 20 000 €, vous pouvez les mettre en apport ou pas d'ailleurs, parce qu'en France, la plupart de mes crédits, je les ai faits sans aucun apport. Donc la banque a absolument tout financé, l'achat, les frais de notaire, les travaux, donc absolument tout. Et j'ai pu acheter sans apport. Mais si aujourd'hui je veux emprunter, etc., plus et que j'ai envie de mettre de l'apport, c'est possible tout en empruntant le reste. Et ça vient démultiplier ce que vous pouvez faire. Là, vous allez pouvoir acheter un appartement en Malaisie par exemple, vous allez pouvoir en acheter 10, 15 en France avec l'effet de levier. Vos loyers remboursent votre crédit, vous générez de la rentabilité et vous arrivez avec des rentabilités qui sont intéressantes. Moi de mon côté, chacun de mes immeubles génère un salaire de bénéfice par mois. Donc vraiment, je parle de bénéfice, c'est-à-dire après avoir payé le crédit, les charges, les taxes foncières, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. C'est une stratégie qui est différente bien sûr de ce que font la majorité des Français, mais ça permet d'exploiter tout le potentiel qu'on a en France au niveau bancaire. Et ça, je vous invite à aller voir, on a fait une vidéo complète qui explique toute la stratégie. On va parler d'immeubles de rapport, mais on va également parler d'achat-revente, comment acheter des biens et générer 1 an de salaire sur une seule opération immobilière en faisant ce qu'on appelle un achat-revente. Vous verrez plein d'exemples également sur la chaîne YouTube d'achat-revente avec 250 000 € de plus-value par exemple dans le cas de mon associé Marc. Des achats-revente également 25 000 € de plus-value mais en 4 jours. Des achats-revente avec 20 000 € de plus-value en une journée. Vous allez voir comment on achète et on revend un bien dans la même journée. Enfin, il y a plein de choses à faire en achat-revente en tant que marchand de biens. C'est un métier qui est passionnant et c'est un métier qui peut être extrêmement lucratif si on fait les choses correctement. Donc voilà, si vous vous intéressez à l'investissement à l'étranger, intéressez-vous également à l'investissement en France. À mon sens, c'est là où on peut aller chercher les plus gros multiples en termes d'achat. On peut acheter le plus d'appartements et c'est là où on peut aller vraiment chercher des rentabilités qui sont beaucoup plus élevées et générer jusqu'à un salaire complet avec une seule opération. Encore une fois, la méthode est en dessous dans le premier lien dans la description. Vous verrez une vidéo gratuite qui vous explique de A à Z comment j'ai fait pour générer un salaire sur chaque projet et comment vous pouvez faire exactement la même chose. On se retrouve là-bas et je vous dis à très bientôt.